Tout d'abord, je vais me présenter, Philippe Martial, je suis le président de l'Ordre des architectes des Pays de la Loire. Et dans le cadre d'une politique de partenariat, le Conseil de l'Ordre des architectes des Pays de la Loire a souhaité mettre en valeur des partenariats avec des associations d'habitants, et savoir traiter un certain nombre de sujets de société. Et Habiter pour exister est un véritable fil conducteur pour une série de colloques, de tables rondes, de projections de cinéma et de débats divers. Donc on m'avait laissé 5 minutes, donc ça va être extrêmement court pour tout expliquer, mais je vais quand même faire un rapide développé de la soirée. Donc on va effectivement rappeler que le dernier colloque, c'était entre transition et réinsertion. Il avait eu lieu le 5 octobre au Conseil de l'Ordre des architectes. Et il y avait beaucoup de qualité dans les échanges et une trentaine de participants. Et c'était une première, donc on était plutôt satisfaits. Donc aujourd'hui, on en arrive à l'acte 2. Cette soirée, donc, qui a pour thème expropriation et appropriation, va être organisée tout d'abord par la projection d'une vidéo présentée donc par Anne-Maud Thoré, qui est coprésidente de l'association des habitants du Croix-Bonneau, qui est ici présente. S'en suivra la présentation du film Les Insulaires, dont les deux réalisateurs sont également présents, donc Maxime Faure et Adam Pugliese. Ensuite, la table ronde va être animée par Jean-Philippe Defave, qui est juste assis devant. Alors Jean-Philippe, je ne sais même plus comment te présenter, puisque tu es journaliste au Moniteur, mais aujourd'hui, tu représentes les urbanautes. Et c'est à ce titre que tu vas poser des questions aux différents intervenants, que vont être à la fois les réalisateurs du film, les membres de l'association du quartier de la Croix-Bonneau, et bien évidemment la participation du public. Donc je vous souhaite une belle soirée et j'espère que ces échanges vont être le plus riches possible. Voilà, merci. Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Rosencard et aujourd'hui on va faire un micro-trottoir. Ça consiste à interroger des personnes d'une association qui vont nous expliquer ce qu'ils sont en train de faire et ce pourquoi l'association existe, par exemple. Pourriez-vous vous présenter en quelques phrases ? Eh bien, je suis Anne-Maud, j'habite le quartier depuis 15 ans. Alors, l'association auquel je participe existe depuis avril 2021. Et en quoi consistent les peintures murales ? Alors, les peintures murales s'inscrivent dans le second événement, le deuxième événement organisé par l'association. Et cette année, on s'est inspiré de l'histoire du quartier pour réaliser les fresques. L'année prochaine, ça sera la végétalisation et l'année suivante, ce sera une manifestation sportive. À chaque fois au moment des journées du patrimoine, l'idée étant de faire ensemble, que tous les habitants se retrouvent, un petit peu comme ce qu'il est en train de se passer derrière nous, et réalisent ensemble et embellissent ensemble leur quartier. Vous appelez comment ? Je m'appelle Manon. Okay. Vous faites quoi là ? Alors là, on est en train de peindre une image de l'ancienne carrière de Croix-Bonneau. Moi, je connaissais pas l'ancienne carrière, et j'aime beaucoup les dessins de fleurs et de plantes. Du coup, je me suis inspirée de ça, mais c'est les enfants qui ont décidé de faire les images de fleurs. Donc, on fait des pochoirs que eux ont créés. Ok, vous allez utiliser quoi comme couleur ? Là, on va utiliser du jaune, du rouge, du vert et du bleu. Et là, on va faire du orange aussi. Moi, je m'appelle Philippe Chevrinet. Je dessine sur les murs. Quelle méthode utilisez-vous ? On a fini par appeler ça reverse graffiti. C'est pas moi qui ai inventé le terme. Ça consiste à considérer que quelquefois, il y a assez de matière sur les murs. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, comme avec la peinture. On peut prendre les choses dans l'autre sens pour en enlever, en fait. C'est une sorte d'art décroissant. Au lieu d'ajouter, on enlève. Moi, je trouve qu'il n'y a jamais trop de peinture. Pour moi, c'est un peu comme des fenêtres, c'est des sortes de fenêtres, puisque les murs, ça ferme et les peintures, ça ouvre sur des espaces. Les images, c'est comme des trouées dans les murs, finalement. C'est joli dans le quartier, ça fait beau. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est bien.
Vous avez déjà participé à des activités? Oui, les pochoirs. Enfin, c'est pas pour celle-là, mais les animaux, on a préparé. Vous en pensez quoi des peintures murales? Alors j'en pense que c'est très bien. J'ai beaucoup participé avec les enfants à faire les ateliers et je pense que les enfants sont ravis, les parents aussi en tout cas. Voilà. Alors la préparation, on a commencé les pochoirs, les ateliers pochoirs au mois de juillet. Là on vient de commencer les peintures avec les enfants. Je suis en train de checker des pochoirs qui ont été produits en atelier avec près des pataugeoires. Ça a dessiné, découpé dans tous les sens. Maintenant, il faut que je vérifie que tout ça peut être vraiment opérationnel pour être tagué sur le mur, si je peux dire, puisque ça va être fait non pas avec la peinture mais un Karcher et il ne faut pas que le pochoir bouge. Le but, c'est que ce soit les enfants et les adultes apprécient leur quartier, qu'ils soient contents de vivre et de participer à tout l'embellissement du quartier. En fait. Voilà. Donc le projet de l'association est d'œuvrer à la cohésion sociale. Complètement, vous avez tout compris. Merci Anne-Maude. Je vais peut-être pour commencer me présenter déjà. Jean-Philippe Defage, je suis journaliste au Moniteur. Je m'occupe d'une association qui s'appelle les Urbanautes, où on fait exactement ce genre de choses, des ciné-débats, où on essaie d'expliquer la fabrique de la ville, la transformation de la ville, à travers des outils principalement documentaires. Anne-Maude Thorey, on vous a présenté, il y a une jeune journaliste en herbe là, qui vous a présenté tout à l'heure, donc c'est parfait. Les auteurs, alors c'est un duo, hein, vous l'avez deviné. Adam Pugliese, vous êtes architecte, vous êtes nantais, vos parents sont là, on les salue. Vous avez fait donc l'école d'architecture de Nantes, hein, et ensuite vous avez fait des études à l'université de Montréal. C'est là que vous êtes rencontrés avec Maxime Faure. Vous avez travaillé à Montréal, j'ai pu voir ça, sur la condition de marcheur dans les villes nord-américaines. C'est intéressant, parce que c'est le regard du marcheur. C'est intéressant notamment pour un architecte. Vous avez travaillé à la Samoa, donc l'aménageur de l'ensemble du quartier de l'île de Nantes, ensuite à l'agence d'urbanisme de Bordeaux, et ensuite en agence, pas n'importe quelle agence, parce que vous avez travaillé chez Franck Lindsay, qui est un architecte, j'allais dire jeune, plus forcément très jeune, mais enfin, quand même, assez talentueux, qui a notamment travaillé sur l'école des Beaux-Arts à Nantes, et qui en ce moment, son gros chantier, c'est la réhabilitation de la tour Montparnasse à Paris. Voilà pour... Et puis maintenant, bon, on en reparlera peut-être après, donc vous travaillez, vous êtes indépendant, et vous avez des projets personnels sur lesquels on reviendra peut-être tout à l'heure. Maxime Faure, donc vous êtes réalisateur, vous êtes né à Brest, donc pas très... un petit peu breton. Vous avez étudié donc le cinéma documentaire à Montréal. C'est là où vous avez fait la connaissance d'Adam. Et puis, vous avez réalisé plusieurs courts-métrages, documentaires toujours, et un long métrage documentaire, Ainsi soit-elle, sur une... je vérifie, mais sur une... immersion dans la vie d'une communauté religieuse québécoise féministe. C'est pas incroyable ça? Je serais très curieux. Produit à Nantes avec une production nantaise notamment. Ah oui, d'accord, ok. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de le voir à Nantes. En général, votre travail est basé sur une collecte sensible, très visible dans ce film, hein, de la parole, liée à l'intime, la mémoire, très important dans votre travail, et le territoire. C'est un petit peu les constantes qu'on peut trouver dans votre travail. Peut-être, pour commencer, Maxime, c'est très bien, vous avez le micro. Quel était le contexte de production de ce film?
Oui, alors c'est un contexte un peu particulier parce que ce film a été réalisé dans le cadre de d'une résidence qui s'appelle une résidence d'architectes, donc au sein du réseau des maisons de l'architecture et plus précisément avec la maison de l'architecture de Haute-Savoie, qui est spécialisée dans la rencontre entre le cinéma et l'architecture. Et en courant 2020, on a vu cet appel à projet avec Adam d'une résidence qui recherchait justement un architecte et un cinéaste pour habiter le quartier des Îles, dans lequel vous avez passé 59 minutes, pour habiter dans le quartier avant sa démolition. Et donc de vivre dans le quartier. Donc nous avions un appartement avec Adam, donc nous avons été voisins des familles que vous avez rencontrées. Voilà, donc l'appel était assez large de réaliser un film, et avec Adam on est arrivé avec un projet de film documentaire et avec le souhait de faire un travail qui est sur le quotidien et un travail sur l'écoute. Donc c'est une démarche que nous avons tous les deux, autant Adam en architecture que moi en cinéma. Combien de temps a duré la résidence ? Donc à la base elle devait durer 6 semaines cette résidence, et elle a duré, nous on l'a poussée jusqu'à 3 mois. En raison du confinement. En raison du confinement. Donc on s'est dit, plutôt que de rentrer à la maison, restons confinés avec les familles et poursuivons le film. Et c'est aussi à ce moment-là que nous avons pu tisser des liens encore plus forts. Et il y a beaucoup de choses, des scènes que vous voyez là qui ont été tournées à ce moment-là. Il y a eu quelque chose un engagement peut-être de notre part qui a été apprécié aussi des familles, c'est-à-dire qu'il y avait un réel intérêt pour nous. En fait, je pense qu'avec Adam, on voulait être nulle part ailleurs que là, quand nous étions dans le quartier. On avait vraiment, nous étions dans ce quartier et nous avions, on prenait pas vraiment à l'histoire on voulait comprendre en fait ce qui se jouait là. Alors, Adam, quand on arrive dans un quartier, c'est parfait. Quand on arrive dans un quartier pour une résidence comme ça, comment ça se passe ? Quelles sont vos premières impressions ? Parce que ça doit être un exercice un peu particulier. Quand on est arrivé dans le quartier, les seules choses que l'on savait, c'était les questions liées au renouvellement urbain. On savait que le quartier allait être à 100% démoli et il y allait avoir un nouveau projet de construction d'un nouveau quartier. On savait que le quartier était quasiment à 40 ou 50% à l'époque vide, c'est-à-dire que les départs des locataires n'étaient pas renouvelés. Et c'est à peu près tout ce qu'on savait. Et le nom du quartier Les Îles, qui était pour nous très évocateur. Et quand on est arrivé, en fait, on est arrivé en septembre 2020, en même temps que les premières grues du chantier. Donc, ça a été tout de suite, et pour nous, et pour les habitants du quartier, un déclencheur assez fort, assez radical, de mise en transformation du quartier. Pour beaucoup, ça restait encore une lointaine rumeur, un projet à venir, un projet en cours, mais rien de défini. Et en fait, tout de suite, le chantier s'est mis en branle. Et donc pour nous, ça a été un exercice aussi de comprendre, parce qu'on était avec les familles en même temps on vivait avec les familles en même temps l'arrivée du chantier, sans véritablement d'informations supplémentaires, parce que finalement, nous, on était en résidence on avait accès à certaines informations qui étaient celles de l'ANRU, c'est-à-dire du renouvellement urbain, mais sans plus. Donc il a fallu mettre aussi, on avait tout ce travail de mise en confiance, d'expliquer qui on était auprès des habitants, ce que nous ne souhaitions pas, enfin ce que nous n'étions pas, c'est-à-dire que nous n'étions pas des journalistes. Pour beaucoup, pensaient qu'on arrivait, on allait faire un reportage en une journée et on allait repartir. C'était pas du tout notre démarche et notre souhait. Nous, on est arrivé avec une démarche où on voulait passer le plus de temps possible, comprendre. On vivait H24, Maxime le disait, on avait un appartement dans le quartier, on habitait avec les familles, on était voisins des familles, pardon. Et donc, c'était de prendre le temps. Et en fait, sur ces 3 mois, on a récolté qu'une 40aine d'heures de tournage. C'est-à-dire qu'on a passé la plupart de notre temps sans caméra et sans micro, avec les familles, plutôt qu'avec. Et on sortait la caméra et le micro que quand on le jugeait nécessaire et quand le moment était venu pour nous de filmer quelque chose ou qu'on avait acquis la confiance de la famille ou des personnes que l'on a filmées. Et comment s'est passé le choix des personnages principaux ? On avait le souci avec Adam, donc on a rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'habitants.
Et on avait ce souci avec Adam de trouver quelles personnes allaient incarner finalement les histoires qui nous étaient racontées, qui pour incarner justement ce récit qui se jouait à ce moment-là. Et donc assez naturellement, il y a des personnes qui se sont dessinées, pas forcément les personnes les plus celles qui parlent le plus fort. On a été aussi il y a des timides qui se sont révélés et des choses assez fortes qui se sont passées. Donc, voilà, je perds mon fil. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi comment un processus de film et un processus documentaire peut venir accompagner des personnes dans une situation. C'est pour ça que je parle des timides, parce que c'est aussi un moment donné où ces personnes peuvent s'exprimer aussi. Puis, à un moment donné, il y a une caméra à un repas de famille, et la famille a ce porte-voix pour s'exprimer. Et c'est quelque chose auquel on croit. Et puis moi, je crois dans ma pratique de comment à un moment donné le cinéma documentaire peut être un vecteur de discussion, de parole. Mais je m'égare un peu sur votre question originale. Non, c'est intéressant. Justement, je voulais savoir comment vous travaillez ensemble, quel est le rôle de chacun. Ouais, c'était un peu... c'était pas le premier tournage qu'on faisait ensemble, mais c'était le premier qu'on menait à cette échelle-là, avec autant de temps en immersion. Concrètement... Maxime était à l'image, moi j'étais au son. Donc Maxime m'a formé un peu. Les écoles d'architecture, ça mène à tout. Ouais, voilà, exactement. On est polyvalent. Mais justement moi je me suis un peu formé sur le tas, par des vidéos YouTube. Maxime m'a beaucoup transmis aussi. Et ça a été de manière empirique en fait, parce que le quartier était notre terrain de jeu, notre plateau de tournage. Voilà, on sortait de notre appartement et voilà, tout était possible. On pouvait, donc on a été sans cesse stimulé par des scènes. En fait, pendant longtemps, avant de sortir la caméra, on notait, on consignait tout ce qu'on voyait, les personnes qu'on rencontrait, les situations que les familles vivaient, les interrogations, etc. Puisque en fait, ce film, c'est un peu ça. Ce film, c'est une immersion d'1 heure sur les 3 mois que l'on a vécu, nous, dans le quartier. C'est-à-dire ce film n'a pas la prétention de répondre à toutes les interrogations, expliquer dans la chronologie de l'histoire du quartier, la chronologie du projet, ce qui arrive, etc. Non, c'était vraiment, on s'est concentré sur qu'est-ce que nous, on a vécu, sur cette incompréhension, sur ces incertitudes, ces craintes, ces espoirs que les familles soulèvent pendant le film. C'est ce que nous, on a vécu, c'est ce qu'on a partagé avec les familles pendant ces 3 mois. Et c'est vrai que ce que tu disais, Maxime, c'est que le tournage, on s'est rendu compte, le tournage cristallisait à un moment des paroles, c'est-à-dire qu'elle permettait de rendre possible ces paroles. Et nous, ce qui nous a intéressés, parce que moi, pendant mes études à l'école d'architecture, et même au-delà, parce qu'on avait commencé à se documenter avec Maxime, à réfléchir, qu'est-ce que le cinéma, jusqu'à présent, comment le cinéma abordait la question du logement social, des grands ensembles, etc. Et souvent, on parle des grands ensembles dans le cadre du renouvellement urbain, donc après les années 2000, par le prisme de la démolition. Donc on arrive au moment de la démolition fait remonter les souvenirs, etc. Et c'est un point de départ du film. Et on souhaitait, et nous, on ne souhaitait pas se situer à ce moment-là. On souhaitait se situer en amont. En fait, on n'a pas vu, nous, de film, on n'avait pas de film qui était dans l'immersion du processus du relogement, du renouvellement urbain. Et c'est ça qui nous intéressait. Donc on était un peu en terre inconnue, puisque on avait un peu tout à créer, on ne savait pas comment ça se passait, de manière concrète en fait. Donc c'est pour ça qu'on donne aussi, on a pu avoir accès aux rencontres avec le bailleur, des familles. Donc c'est tout ça qui nous intéressait de montrer, le processus, un peu le mécanisme, par le regard des habitants. Voilà. J'imagine que le film a été projeté à Bonneville. Quelles ont été les réactions dans l'ensemble, globalement, et puis où est-ce qu'on en est dans le projet aujourd'hui? L'engagement que nous avons pris auprès des familles, c'était que les familles puissent voir le film avant toute projection publique. C'est-à-dire avec un droit de regard sur le final effectivement, cut, c'était aussi un lien de confiance entre les familles et nous. C'était que si, lors de cette projection, avant la projection publique, il y avait des choses qui les dérangeaient, on pouvait
en discuter et enlever cette séquence-là si besoin. Il n'y a pas eu besoin de le faire. Il n'y a pas besoin. Non. Et ce qu'on a pu faire, c'est des projections à domicile. Donc le film a été projeté sur les télévisions dans les salons de chaque famille que vous avez vu. Donc c'est des moments, parce que confinement aussi, parce qu'on ne pouvait pas avoir de rassemblement collectif à ce moment-là, mais ça a permis des situations intéressantes. Ensuite, le film a été effectivement projeté publiquement. Ce qui est revenu, c'est que les familles se reconnaissaient et reconnaissaient leur voisinage. Donc c'était quelque chose qui pour nous était important. Aussi on leur partage le fait que le film voyage et que trouve un écho en dehors de la Haute-Savoie. Et il y a beaucoup de fierté de la part des familles, justement, d'avoir leur quartier qui est ici représenté et que leur parole... finalement, le quartier disparaît, mais reste ce film. Et donc, c'est ce qu'on s'est dit avec Adam. Voilà, qu'est-ce que nous, on peut faire avec les outils qui sont les nôtres? Nous pouvons réaliser un film, et ce film, aujourd'hui, sera une mémoire en tout cas, de cette situation vécue. Ouais. Mais s'il n'arrive jamais, finalement, de garder comme ça des traces, c'est assez rare. C'est, je crois, sur un sujet sur lequel vous travaillez en tant qu'architecte, justement. Oui, tout à fait. C'est vrai que, pour dire vrai, la base de la résidence, enfin, l'appel à projet, c'était mémoire d'un futur. Donc c'était comment les familles pouvaient se saisir de notre présence pour faire une sorte de collecte, compilation des moments de l'histoire du quartier. Donc on est arrivé un peu avec ces intentions-là, même si on ne savait pas trop comment ça allait être reçu. Et quand on est arrivé, très vite, on a compris que les familles n'avaient absolument pas envie de parler de leurs souvenirs, des bons souvenirs, alors qu'en fait, elles sont juste dans leur incompréhension, puisque il y a toute une situation locale qui fait qu'il y avait un manque d'accès à l'information, du projet, etc., des incompréhensions, des incertitudes sur le processus en cours. Et donc les familles n'avaient pas du tout envie de ça. Elles avaient par contre, ce qu'elles ont fait remonter, c'était toutes leurs inquiétudes, leurs espoirs, leurs craintes. Elles voulaient savoir comment elles allaient être logées, est-ce que le projet était définitif, où est-ce qu'elles allaient pouvoir être logées, qu'est-ce qu'elles allaient pouvoir bénéficier comme logement, etc. Et donc nous, on a été un peu, pendant ces 3 mois, c'est pour ça que je dis, finalement, on a très peu tourné, on a été un peu le catalyseur de ça, et on a servi un peu de tampon entre le bailleur, la mairie et les habitants. Donc, ce qui fait qu'on faisait remonter, et c'est vrai qu'à l'époque, Covid en plus, Covid oblige en plus, ça a accentué la situation de désemparement des habitants, puisqu'il y avait complètement c'était complètement isolé la communication entre le bailleur et les habitants. Il y avait c'était complètement hermétique. Et donc, nous, on a récolté tout ça, on se prenait un peu tout ça en pleine face. Même quand on est arrivé, on pensait que c'était moi l'architecte qui avait décidé de la démolition et reconstruction du quartier. Enfin voilà, il y avait tout ça à déconstruire et à... On est qui on travaille pour le maire. Il y avait tout ça. À quoi ça sert de faire ça? Elmire, ouais. Mais du coup, les habitants, ils n'avaient pas du tout envie de. C'est comme si on demandait à quelqu'un de nous parler de quelqu'un comme s'il était mort avant même qu'il soit mort. Les habitants n'avaient pas du tout envie de ça. Les habitants voulaient nous parler de ce qu'ils ont exprimé pendant le film. Et donc, le film aussi a permis localement à des acteurs, la mairie, l'aménageur, le bailleur, de prendre conscience d'un problème de méthode. Aussi, en leur sein, c'était leur premier gros projet de rénovation urbaine, etc. De comprendre que peut-être qu'ils avaient fait, il y avait des erreurs dans leur méthodologie dans le renouvellement urbain, mais peut-être plus grave encore, que peut-être ils n'avaient pas pris la bonne décision sur le projet de renouvellement urbain. Donc, et que potentiellement ce film pouvait servir comme outil de réflexion pour un autre projet, parce qu'il y a un autre quartier dans la ville, où il y avait des idées aussi de renouvellement urbain, mais que potentiellement on n'allait pas faire la même chose, c'est-à-dire une démolition à 100%. Alors, on va revenir plus en détail peut-être sur ces grandes questions que pose le film sur la politique de la ville, le renouvellement urbain. À ce stade, peut-être, si vous avez envie de réagir par rapport au film ou des questions à poser au réalisateur sur l'objet en tant que tel, n'hésitez pas, vous me faites un petit signe, je vais vous voir avec le micro, c'est rapide. Sinon, voilà, justement, j'avais mon joker, Anne-Maud. Anne-Maud, oui, un micro.
Peut-être votre regard sur ce film. Vous l'avez vu 2 fois, je crois, donc vous connaissez bien, vous avez bien plongé dedans. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bonsoir à tous. Moi, je retiens une citation. Je ne sais pas qui a eu l'idée de me déménager. Et puis, j'ai une interrogation. C'est que si on peut assez facilement deviner à qui rapporte le renouvellement urbain, qui en paye le prix? Et je pense que l'équation est mauvaise à long terme. Parce que c'est mettre une population qui est déjà déracinée à la base, hein, et malgré l'ancienneté de leur habitat et les liens qu'ils ont pu tisser tout au long de cette vie, puisque c'est pas un quartier, c'est toute une vie. Je pense que on va y perdre tous, voilà, personnellement. Et je pense qu'il est nécessaire de changer de braquet et de changer la façon de voir les choses. Et que c'est pas en faisant table rase qu'on va régler les problèmes. Ouais. Parce que cet esprit village qu'on ressent à travers les anecdotes, les moutons qui courent partout, les enfants, enfin bon, cet esprit village, c'est quelque chose que vous, à la Croix-Bonneau, ça existe encore, ça, par exemple? D'une certaine manière, oui. En tout cas, on y œuvre. En tout cas, c'est l'objet même de votre. On cherche à ce que les gens se disent bonjour. Ouais. C'est déjà un premier pas. Qu'ils se tiennent la porte et qu'ils s'inquiètent accessoirement de comment va le petit dernier. Voilà. Alors dans le petit film que vous avez présenté, il y avait un. Enfin, en le regardant, je me suis dit, tiens, c'est quand même sacrément symbolique, le Karcher. C'est un nettoyeur à haute pression. Oui. On a opté pour revenir sur le nom de l'outil, en fait, et non pas de la marque. Alors, justement, ce détournement de ce nettoyeur, enfin, bon, bref, ce Karcher... on n'a fait que nettoyer les murs, hein, je vous rassure. Alors, oui, non, mais justement, je trouve que c'est un beau symbole, et c'est le symbole peut-être d'une appropriation, enfin, vraiment le symbole d'une appropriation du quartier. Mais alors, plus que nettoyer, on a surtout cherché à mettre en couleur et à mettre en forme. L'outil du nettoyeur à haute pression, c'est un outil, mais de la même façon que le pinceau qu'on a utilisé pour mettre en couleur. Le reverse graffiti, moi j'ai découvert la technique. Personnellement, je ne pensais pas qu'on pouvait créer des fresques entières, des compositions murales, uniquement en nettoyant la crasse du mur. Mais l'embellissement de notre quartier participe à un enjeu beaucoup plus important en réalité. Oui, j'imagine. Ouais. C'est juste un cycle, c'est un événement parmi un cycle d'un premier cycle de réappropriation. L'année dernière, on a organisé une rétrospective sur l'histoire de la Croix-Bonneau au moment des Journées du patrimoine, afin de faire découvrir l'histoire de notre quartier qui est notre point commun à tous. C'est-à-dire que notre quartier, c'est un micro-quartier, c'est une zone grise. Personne ne pense à la Croix-Bonneau. Tout le monde l'a oublié. On est entre le Grand Bellevue et le centre-ville. Donc autant vous dire que... Mais il y a quand même des gens qui habitent là, et il y a certaines problématiques qui se posent au quotidien également. Et une façon de remédier à cette problématique, c'était de travailler la cohésion sociale. Voilà. Alors la cohésion sociale, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous disais, on se dit bonjour. Et puis l'avantage, c'est qu'à terme, en faisant ensemble, on va pouvoir mieux se connaître. Et une fois qu'on se connaîtra mieux, on pourra partager. Donc l'idée, c'est de se donner l'occasion d'avoir des événements à organiser, à concevoir, à faire ensemble,
Mais c'est, comment dire, ces différentes activités, c'est juste un prétexte en réalité. Le prétexte pour arriver à plus de solidarité, à plus de fraternité. Alors c'est des grands mots. Hein. Non, mais j'ai l'impression que ça fonctionne, en tout cas. Alors ça fonctionne, c'est très long. Ouais. C'est très très long. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais il y a beaucoup de satisfaction. Et alors le micro-trottoir que vous avez vu, alors évidemment, ça n'a rien à voir avec un documentaire de la qualité que nous avons vu juste après. Mais ce qu'il faut que vous en reteniez, c'est l'attention des enfants qui ont participé aux ateliers. Et ces enfants-là, eh bien, on va les accompagner, on va partager ensemble. Et de cela, on va essayer de faire quelque chose de beau. Voilà. Merci. Vous avez travaillé avec des associations. Il y avait des associations de quartier avec lesquelles vous avez pu travailler à Bonneville, hein, aux îles. Pas vraiment. Il y avait, il y a une sorte de conseil de quartier qui réunit les habitants du quartier. Donc le quartier, c'est plus de 200, quasiment 260 logements. Donc c'est pas un très grand quartier en fin de compte. C'est un seul bailleur, hein, c'est ça? C'est un seul bailleur, oui. C'est un seul bailleur. Il y a 9 bâtiments au total au bord de la rivière, vous avez vu, comme une forêt, et qui est aujourd'hui comme un parc en fait. Et d'ailleurs, c'était assez troublant parce que justement, vous parlez d'appropriation, de réappropriation, et comment aussi comment on parle de son quartier. Quand on est arrivé dans la ville, donc il y a tout à côté du centre-ville, enfin même dans le centre-ville, il y a un énorme éco-quartier qui était en train d'être livré quand on est arrivé. Éco que de nom, puisqu'en fait c'est une sorte de grande bétonisation totale du centre-ville, enfin d'un énorme îlot, avec une végétalisation des parties supérieures, et puis il y a un bassin. Mais bon. Et quand on se présentait, on était sur le marché. Une des premières images. Nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était de voir comment les habitants extérieurs du quartier percevaient le quartier. Et on disait, oui, on travaille, on fait un projet sur les îles. Et tout le monde était presque unanime. Oh, les îles, vivement que ça soit démoli, c'est que du béton, ça ressemble à rien. Oui, c'est extraordinaire. Ouais. Alors que nous, c'était l'inverse. Au contraire, on n'avait qu'une hâte quand on était dans le centre-ville, c'était de retourner dans le quartier parce qu'on respirait. C'est un parc, quoi. C'est assez dingue, c'est au bord de la rivière. Oui, le site est incroyable. Quand même. Le site est incroyable. Ce qui explique en partie le projet, j'imagine. Oui, en partie. Après, voilà, il y avait des rumeurs que des habitants font part et qui, nous, on a voulu les laisser parce qu'en fait, c'était le même stade d'information qu'on avait à cette époque-là, sauf qu'on savait que les bâtiments n'étaient pas en train de s'effondrer. Mais il y avait ces rumeurs qui circulaient comme quoi il fallait démolir le quartier parce qu'il y a de l'amiante et que l'amiante vous empoisonne jour après jour. Il y a la raison que c'est un sol, on est au bord de la rivière, c'est un sol marécageux, attention, les bâtiments sont menacent de s'effondrer d'un moment à l'autre alors qu'il n'y a aucune fissure. On a rencontré le collaborateur de l'architecte à l'époque, l'architecte est décédé aujourd'hui, mais son collaborateur, on a pu le rencontrer, et il nous a dit, mais on a fait un tour de tous les bâtiments, il n'y a pas une seule fissure, il nous a raconté c'était quoi le sol, c'était des remblais, c'est complètement sec. Enfin bon, il nous a tout expliqué, il nous a dit voilà les bâtiments. Et en fait, juste à côté, il y a les mêmes bâtiments qui ont été construits, mais c'est du privé. Et là, ils ne sont pas concernés par la démolition parce que ce serait un péril de l'amiante ou le péril des marécages. Là, c'est une résidence privée, c'est les mêmes bâtiments avec des prestations un peu supérieures, il y a des menuiseries en bois, etc. Mais le bâtiment n'est pas concerné par une quelconque opération de démolition-reconstruction. Donc, c'est un peu tout ça qu'on voulait aussi par le film exposer, c'est qu'il y a aussi des habitants qui étaient dans ce sentiment de dépossession, de ne pas être
d'avoir pu faire partie de la décision, de la réflexion sur l'avenir d'un quartier dans lequel ils ont habité pendant tant d'années. Une des familles dit, il le dit, Sofiane dans le film, depuis 1975, elle paye un loyer tous les mois depuis 1975, elle n'a jamais déménagé et elle n'a même pas au bout du compte un petit droit de regard sur ce qui est en train de se passer. Et on lui dit même pas ce qui est en train de se passer. On la met sur le fait accompli 6 mois avant qu'elle doive déménager. Donc c'est un peu tout ça qu'on essayait de mettre en tension dans le film, sans rentrer dans les détails, parce que on avait le souhait aussi que ça puisse s'adresser nationalement. Parce que ce qui se passe à Bonneville, c'est quelque chose, l'ANRU, c'est quelque chose qui se passe à l'échelle de toute la France depuis maintenant près de 20 ans. En sachant que les politiques de la ville ont un peu évolué, on n'est plus sur ce registre-là où on démolit systématiquement. Maintenant, c'est un petit peu changé. Parce que là, les qualités du bâti, en tant qu'architecte, c'est des bâtiments de bonne facture, encore. D'autant plus qu'ils ont été rénovés juste avant d'être détruits, c'est ce qu'indique... Il y a une phase de rénovation des bâtiments au début des années... en 2005, je crois bien. Parce qu'effectivement, les bâtiments à l'époque arrivaient un peu à la fin de leur première vie en termes de qualité d'isolation acoustique, d'isolation thermique, c'était du simple vitrage, etc. Il y avait des problèmes d'occultation. Donc tout a été un peu rénové au début des années 2000. Et effectivement, aujourd'hui, peut-être qu'il pouvait y avoir des signes d'arriver enfin d'un bout de souffle de cette seconde vie, autant dans la question architecturale, plutôt du second œuvre, que d'un point de vue urbain, puisque peut-être qu'effectivement la question des aménagements urbains ne correspond plus aujourd'hui, ce qu'on faisait dans les années 70 ne correspond plus aujourd'hui à ce que l'on ferait aujourd'hui. Donc moins de place pour la voiture, plus d'imperméabilisation des sols, plus d'espaces publics, collectifs, etc. Quoique finalement les gens se les appropriaient quand même. Et donc je trouve qu'il y a eu et on en a discuté avec la mairie, il y a eu un formidable coche qui a été manqué de la part de la municipalité pour réfléchir à un vrai projet. Ils n'ont pas 15 000 quartiers de cette ampleur-là dans leur ville, et ils ont un peu manqué le coche. Ils le reconnaissent à demi-mot de réfléchir à comment on aurait pu transformer ce quartier, y inclure d'autres typologies de logements, potentiellement ouvrir à certains endroits, démolir certains bâtiments, en réhabiliter d'autres. En plus, ce film s'est fait en même temps que, c'était assez, pour nous, un clin d'œil, peut-être un soutien indirect, mais en 2021, quand il y a eu le Pritzker Prize qui a été donné aux architectes français Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, et qui sont un peu les fers de lance aujourd'hui, même s'ils ne sont pas les seuls à le faire, loin de là, de la question de la réhabilitation. Eux, ils prônent même, on part du postulat, c'est zéro démolition et on réhabilite tout ce que l'on peut réhabiliter. Et donc, quand on a fait ces études à l'école de Nantes, on est obligé de citer Lacaton Vassal. Oui, bon voilà. C'est pas une réhabilitation, mais n'empêche que oui, effectivement, forcément, ça nous marque un peu, et puis ça imprime une question de génération, d'étudiants, et de comment on est formé, comment on est sensibilisé aux questions, même de la question de l'urgence climatique, en fait. Comment aujourd'hui on trouve tolérable de démolir des mètres carrés de béton pour en reconstruire par derrière, juste aux mêmes emplacements. Pas pour les mêmes bénéficiaires, mais aux mêmes endroits. Maxime, ouais. C'est une question d'architecture, mais je laisse justement tout préciser que quand il y a démolition et qu'il y a amiante dans le bâtiment, on désamiante avant de démolir. Et donc le quartier, je te laisse rebondir là-dessus, Adam. Oui. Non mais cet exemple-là est flagrant, et c'est quelque chose qu'on a dit au maire, mais qui, en fait, c'est une question qu'on s'est posée, qu'on lui a dit, mais qui conseille le maire, en fait? Le maire, on lui a dit, mais parce qu'il nous disait, mais vous savez, je veux prendre soin de mes concitoyens, la santé c'est important, vous savez, il y a de l'amiante, on ne peut pas les laisser vivre donc il faut absolument démolir. De toute manière, c'est la seule solution. Mais vous savez que vous faites une démolition, il y a le coût qui est lié à l'amiante. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que ça coûte trop cher, puisque dans tous les cas, on est en France, on désamiante intégralement un bâtiment, c'est-à-dire on ne le désamiante pas à moitié, on le désamiante à 100%, comme si on faisait une réhabilitation. C'est-à-dire que dans 6 mois, vous allez vous retrouver avec une structure en béton
complètement viables, complètement réaménageables, il n'y a que du second œuvre à faire, et on va les démolir. Et là, il s'est décomposé, il s'est retourné vers sa conseillère, et sa conseillère était un peu... C'est un scénario qui n'avait même pas été envisagé? Pas du tout envisagé. C'est incroyable quand même. Si, ça a été un scénario qui a été envisagé, mais à une réhabilitation totale ou démolition totale. C'était les deux seuls scénarios qui avaient été évoqués à l'époque. Et le coût lié à la démolition, reconstruction, ou à la réhabilitation entièrement, et à la reconstruction d'autres logements ailleurs. Donc, c'est les arguments qui avaient été avancés. Et donc, nous, ça nous avait fait un peu froid dans le dos, parce qu'on se disait, mais mince, en fait, est-ce que aussi, en tant qu'architecte, on manque pas un peu notre coche de sensibilisation des élus, de sensibilisation de ceux qui prennent des décisions de cette échelle. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de démolir une crèche, et encore que. Mais là, c'est 250 familles. Donc voilà, ça implique... C'est assez incroyable. À cette échelle-là, sur l'ensemble du quartier, il y avait une intervention. Oui. Je m'appelle Delphine Bonamy. Moi, je suis urbaniste de formation, mais sinon, en ce moment, je suis élue à la ville de Nantes. Je me posais une question très technique sur est-ce que l'ANRU, les financements de l'ANRU ne poussent pas à cette problématique, justement, parce que je crois qu'une réhabilitation n'est pas financée ou pas de la même manière qu'une construction neuve. Et est-ce que ce n'est pas un biais du financement de l'ANRU? Je me posais cette question. Et deuxième chose, je voulais savoir si c'est beaucoup des femmes qui ont témoigné et leurs fils, mais c'est beaucoup des femmes. Est-ce que c'était juste parce que c'était les personnages que vous souhaitiez choisir, ou est-ce que c'est représentatif des habitants, ou en tout cas ceux qui souhaitaient témoigner? Ça m'intéresserait de savoir. Je réponds sur l'ANRU, tu peux répondre sur les femmes. Merci. L'ANRU, c'est l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Qui peut répondre ou réagir à cette... Effectivement, vous avez tout à fait raison sur la question de l'ANRU. C'est qu'auprès des élus, c'est le préfet aussi qui signe une décision, etc., il y a des questions liées au financement. Et c'est là où on se retrouve à une question où c'est systémique, en fait. C'est-à-dire que c'est une décision qui n'est éclairée que par des questions de financement. Et donc, effectivement, à l'époque, un peu moins aujourd'hui sur la deuxième phase, sur le nouveau programme de renouvellement urbain, mais sur le premier programme, c'est pour ça que ce projet est d'autant plus étonnant, parce qu'il a été acté sur le second programme, mais sur le premier programme, donc plutôt les années de 2003 à 2013, il me semble, en fait, la quasi-intégralité des financements allait plutôt aux opérations de démolition-reconstruction. Principalement, il y a beaucoup d'exceptions, mais pas que. Et sur le nouveau programme, les moyens sont davantage sont aussi un peu plus répartis sur des projets de rénovation. C'est presque l'inverse quand même. Maintenant, l'ANRU oui, 2, de plus en plus, ouais. Tout à fait. Et c'est pour ça que ce projet dénotait, et enfin cette décision de démolition à 100% dénotait, puisque en fait, c'était plus vraiment le dogme du nouveau programme. Philippe Martial, le président de l'Ordre des architectes, va réagir. Alors, je ne voulais pas forcément réagir à ça, mais je voulais surtout faire déjà un commentaire sur ton intervention. Et effectivement, aujourd'hui, on peut encore se demander qui peut douter que l'architecte ne soit pas un citoyen engagé, puisqu'on a parfaitement compris tes propos, et c'est tout le travail que vous avez fait, hein, en plus avec les habitants, sur ces alertes. Mais ma réaction était aussi à un autre niveau, puisque notre institution a véritablement travaillé d'une manière conjointe, donc avec tous les architectes de France, les 30 000, pour rédiger un plaidoyer sur l'architecture comme solution. On a réussi à résumer tout ce que vous avez montré dans votre film par un prisme extrêmement technique. Effectivement, je regrette qu'on n'ait pas pu l'aborder par un biais sociologique, qui auraient été des arguments complémentaires hyper importants. Et effectivement, notre institution, je m'en excuse presque, en disant qu'on n'a pas assez interrogé les habitants en considérant qu'eux considéraient que les logements n'étaient pas qualitatifs. Donc ça, c'est véritablement un mea culpa qu'il faudra bien évidemment corriger, dont il va falloir se servir
pour valoriser, pas forcément le réemploi de matériaux, parce qu'il y a cette idée de réemployer, mais réemployer déjà l'existant. Et encore une fois, je crois que ce plaidoyer, hein, j'inviterai déjà toutes les personnes qui ne le connaissent pas à pouvoir le parcourir, mais surtout à l'enrichir pour convaincre nos élus de cette nécessaire volonté de réemployer. Alors, évidemment, on parle des habitants, de l'appartenance. Je crois que ce que disait Anne-Maud sur l'appartenance à un quartier avec une vie qui s'est construite et une vie qu'on peut détruire en même temps que les bâtiments, il faut parfaitement en tenir compte en pensant qu'on va faire plus joli et mieux. Et ça, c'est extrêmement dur de pouvoir l'affirmer, alors même qu'il y a l'urgence climatique, il y a la pénurie de matériaux, il y a des coûts qui deviennent exorbitants. Et tous ces sujets-là. Donc ce sujet de habiter pour exister, c'est totalement d'actualité. Ça fait écho, bien évidemment, à tous nos sujets qui soient à la fois géopolitiques et environnementaux. Et je crois que c'est bien que vous puissiez le développer. J'aimerais qu'il y ait plus de réactions pour... Pour vous répondre assez rapidement, alors c'est à la fois un choix de réalisation de notre part et un constat, qui est que une des premières nuits où on marche dans le quartier avec Adam, il est 23h minuit, et il y a plein de femmes dehors, dans les espaces publics, à l'extérieur, et ça vient un peu bousculer des idées reçues, collectives, qu'on peut avoir sur les grands ensembles avant d'y passer du temps. Après, on n'a pas, avec ce film, la prétention de parler que ça reprend tous les grands ensembles, c'est précisément le quartier des Îles à Bonneville. Mais en tout cas, il y a ce constat-là que les femmes ont une place dans les espaces collectifs et que ce quartier est décrit par plusieurs habitants comme un quartier matriarcal. Alors c'est une question qui nous a intéressés et qu'on a voulu creuser aussi en justement faisant ce choix de réalisation et en ayant à l'écran ces femmes qui ont beaucoup œuvré pour la vie du quartier. Donc voilà, pour vous répondre assez rapidement. Et puis il y a aussi une réalité, il y a une réalité, il y a une réalité physique, c'est que beaucoup de femmes qui sont arrivées dans ces années-là sont en famille avec leur conjoint, sont aujourd'hui veuves. Beaucoup d'hommes, et ça c'est beaucoup revenu, sont aujourd'hui veuves, leurs maris sont décédés très tôt, parfois même avant la retraite. Et là où nous on était un peu abasourdis, c'est que l'argument qui était avancé justement pour dire l'amiante, bah oui, vous voyez, s'il y a beaucoup de morts, enfin si les hommes sont morts, c'est peut-être à cause de l'amiante aussi, quoi. Alors que en fait, c'était les hommes qui passaient le moins de temps dans les logements. Les femmes y passaient beaucoup plus de temps. Pour beaucoup, c'était des mères au foyer, et c'est les hommes qui décèdent en avance. Et alors qu'en fait, c'est tout à fait lié à la question des usines, du travail à l'usine extrêmement polluant et à l'époque très mal protégé, du décolletage, l'industrie du décolletage, où les hommes respiraient en fait des vapeurs d'huile extrêmement toxiques sans protection, pour beaucoup décédés avant même la retraite. Et donc c'est aussi la réalité de ce quartier-là, qui a été construit aussi pour répondre. En fait, on avait fouillé dans les archives du bailleur, parce que le bailleur a gentiment accepté de nous mettre à disposition les archives du quartier, où en fait le quartier était justifié aussi dans sa construction par l'arrivée à l'époque de nouvelles industries qui s'installaient. Il y avait un besoin de main-d'œuvre qui allait se faire de manière pressante, et donc il fallait loger ces nouvelles familles. Et donc la décision de construire ce quartier est notamment liée à l'arrivée de ces usines à l'époque. Bonsoir, donc moi je suis Sophie Lebeau, j'habite le quartier Château de Rezé, donc un quartier qui doit être réhabilité, ça fait 10 ans qu'on nous le dit, donc c'est pas encore fait, il y a eu des reports. Je voulais quand même dire à tous les architectes qui sont là, il y en a peut-être qui vont travailler sur le quartier Château, je ne sais pas, que même si les immeubles ne sont pas démolis, il y a quand même une partie de certains immeubles qui vont être démolis pour ouvrir l'espace, parce que certains endroits sont très fermés. Quand on fait une rénovation actuellement, enfin en tout cas dans le quartier Château, ça va être comme ça et ça a commencé comme ça, les habitants restent sur place. Et donc c'est juste un enfer pour eux
de vivre la rénovation de leur appartement à l'intérieur et à l'extérieur à la fois. Là, en ce qui concerne mon quartier, en fait, c'est une barre qui est juste à côté de chez moi qui a commencé à être rénovée en premier. Et les gens tournent dingue. Franchement, il y en a qui étaient près de de la dépression. Hein, vraiment, c'est quelque chose de très, très violent aussi. Et en plus, il y a des choses qui n'ont pas été bien pensées. Là, moi, j'ai plus tout en tête parce que c'est pas mon immeuble. Mais en fait, c'est hyper important d'essayer de penser au maximum les choses avant de s'engager et puis de protéger les habitants au maximum. Alors, est-ce qu'il faut c'est hyper compliqué, je sais bien, hein, mais j'ai travaillé aussi pour quelqu'un qui faisait de la médiation justement entre le constructeur et le bailleur auprès des habitants. Et moi, j'ai vécu ça comme une très grande violence envers les habitants. Parce qu'en gros, c'était pas de la vraie médiation, c'était plutôt, on nous demandait de pousser les gens à faire très vite leur paquet pour que le constructeur puisse travailler à son aise sans être embêté par les habitants. Donc, en fait, je trouve que c'est quand même hyper important de prendre les habitants en considération et surtout pas oublier ça quand on fait un projet de réaménagement. Et juste, je voulais rectifier une petite phrase que vous avez dite tout à l'heure. Vous avez dit les personnes avaient la sensation d'être dépossédées. En fait, c'est pas une sensation, c'est une réalité, quoi. C'est carrément, c'est hyper violent en fait. Voilà. Et pour les femmes aussi, comme en fait dans les quartiers prioritaires, enfin peut-être pas que dans les quartiers prioritaires, mais il y a quand même une très grande majorité de familles monoparentales. Et la majorité des familles monoparentales sont des femmes seules avec leurs enfants. Donc peut-être que ça répond. Elle est partie, la dame. Peut-être que ça répond aussi à la question de la dame tout à l'heure. Bonjour, moi je m'appelle Sophie aussi. Donc j'habite dans le quartier Zola. Et j'ai noté une phrase là dans le film, un fils d'une personne, enfin d'une résidente quoi, qui dit que les nouveaux ensembles vont être construits de façon tellement proche qu'on pourra s'entendre, se disputer. Et c'est quelque chose qui me questionne vraiment parce qu'on voit ça justement à Croix-Beauneau. Il y a les immeubles qui sont au-dessus de l'arrêt du tram là, qui ont les beaux balcons jaunes, ils sont super jolis. Mais on est à la distance de moi et le bout du rang. Donc, c'est-à-dire on est sur son balcon, on est à 2 mètres des autres personnes. Et je me demande qui peut désirer habiter dans ce genre d'endroit, qui ne deviendra pas non plus un peu fou à force d'entendre ses voisins dès qu'il ouvre ses fenêtres. Et donc, qui valide finalement ce genre de construction, à qui profite. Je ne veux pas être trop négative, mais je trouve que c'est révoltant, quoi, parce qu'on crée les conditions pour que les gens ne se supportent plus. Juste rapidement, actuellement dans les immeubles de ce genre-là, justement, on entend très bien ses voisins et c'est juste un enfer. Et alors, si les architectes peuvent vraiment penser à l'isolation phonique des appartements, ce serait Mais si vous reprenez la visite de l'appartement qui est supposé être emménagé par l'une des familles expropriées, il est indiqué qu'en termes thermiques et acoustiques, ça serait mieux. Alors qu'en fait, personne ne s'est jamais plaint de l'acoustique dans la cité qu'ils habitaient et que précisément, ils risquent de découvrir leurs voisins dans le nouveau logement. Mais moi, si vous voulez juste rebondir, c'est avec ce qui vient d'être dit, moi, à ma petite échelle d'habitants, et encore, j'habite pas une tour, j'habite un pavillon, mais j'ai beaucoup d'amis qui habitent dans la résidence de la rue des Sables d'Olonne. C'est qu'il manque une vision systémique, en fait, des quartiers. C'est-à-dire qu'on saupoudre comme ça, avec plus ou moins d'importance, avec des projets plus ou moins importants, et on secoue intégralement un quartier, on le déstabilise, on le renouvelle sans s'inquiéter de savoir que vont faire les anciens habitants, qui vont être les nouveaux habitants. Et au final, on se retrouve avec des gens qui sont déracinés, qui ne connaîtront pas mieux leurs voisins que les précédents, et sans doute moins d'ailleurs,
et dans des espaces qui ne seront pas mieux construits. Et il restera toujours le point de deal, il restera toujours l'insécurité à tel et tel endroit, il restera toujours des problèmes qui ne seront pas résolus et qu'on aura cru résoudre en faisant table rase. Oui, bonjour, Catherine Malray, architecte. Je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit sur l'humain et tout ce qui s'ensuit, la qualité peut-être des nouveaux logements. Mais je pense qu'il y a aussi un problème fondamental, c'est que l'architecture des années 70, 60, elle est un peu honteuse. Enfin, l'urbanisme des grands ensembles où on rassemble des gens d'une communauté au même endroit, ça ne se fait absolument plus. Et cette architecture est un peu dénigrée, sauf les grands noms. Et du coup, on n'a pas tellement honte de détruire ça parce qu'on ne la reconnaît pas. Or, il y a beaucoup d'ensembles qui sont d'une très très bonne facture, qui sont très bien construits, dont les plans sont très intelligents avec des logements traversants, plein d'inventions, parce qu'en plus c'est vraiment le lieu de l'invention, le logement social. Ça ne l'est plus tellement, mais ça l'était vraiment. Et je pense que voilà, c'est un peu honteux ces quartiers, c'est pas très beau, on trouve ça pas très beau, mais c'est un gros manque de culture architecturale aussi, parce qu'en fait il y en a qui sont vraiment très beaux. Et on a envie, voilà, on se pose même pas la question, on a envie de les détruire parce que c'est pas très joli, les gens qui y habitent c'est pas très important, voilà, pour faire des choses peut-être moins bien, effectivement. Mais en tout cas, je pense que cette question de l'architecture est aussi au centre de ce débat, c'est qu'il faut mettre en valeur cette architecture du quotidien, et peut-être que le vrai combat, ça serait de se battre contre les lotissements qui sont absolument totalement hideux, mais ça on n'y pense pas parce qu'effectivement c'est de la propriété privée, on n'y peut rien, mais c'est peut-être là où, voilà, construit par les constructeurs, mais ça c'était vraiment pour être méchante en fin d'intervention. Je voulais juste citer l'architecte, parce qu'on a beaucoup parlé de ces ensembles. Effectivement, l'architecte, c'est Philibert Maurice Plotier, et il se trouve qu'il a été lauréat de l'Équerre en 63. Ses qualités en tant qu'architecte sont reconnues, quoi. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on pose un peu en filigrane, et c'est qu'est-ce qui fait patrimoine en fait aujourd'hui. Dans la ville, par exemple, on sanctuarise le château. Le château devient un élément du patrimoine, alors on met un budget incroyable pour rénover le château de la ville. Mais à côté de ça, effectivement, comme vous le dites, ces grands ensembles qui sont honnêtement d'une valeur architecturale incroyable. Vraiment, les plans sont incroyables. Il y a des cuisines séparées avec une circulation circulaire où il y a 2 accès à la cuisine, où on peut accéder depuis le hall, depuis le séjour. Il y a des chambres en enfilade. Il y a un cagibi incroyable, d'ailleurs. Fatia nous parle du cagibi. Bien garni. Ouais, c'est quelque chose qui... ça, c'est de l'architecture, quoi. Quand on pense à un projet, c'est quelque chose qu'on ne peut plus dessiner, ça, en fait, dans du logement social. La question de la cuisine pour ce type de logement. Et de la cuisine. Parce qu'aujourd'hui, on dit, vous voyez, la cuisine ouverte, on propose la cuisine ouverte, comme si on avait une cuisine américaine dans son séjour, dans son logement. Or, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est plutôt vrai pour le logement social, un peu moins pour le logement en accession privée, mais c'est qu'en fait, c'est juste la disparition, c'est pas vrai, c'est pas une cuisine ouverte, c'est la disparition de la cuisine au profit d'une kitchenette sur un angle du salon. C'est ce qui se passe. Les familles visitent les logements, sont complètement désemparées, mais c'est pas anecdotique. Les familles sont désemparées, elles sont dans ces logements, elles sont encore en train de chercher où est la cuisine. Il nous reste 2 petites minutes, je vais prendre une dernière intervention. Juste dire que, en fait, moi, j'enseigne à l'école d'architecture en art, mais je fais partie du collectif La Luna Audervallière, un collectif artistique. Et en fait, juste dire que le rapport à la fenêtre, et notamment la fenêtre en élévation, et tout le rapport à l'extérieur, et aujourd'hui, on sait que les rénovations, j'habite aussi au Bourderie, donc à l'interface des grands ensembles, enfin de l'ensemble des logements de l'abbé Pierre, la rénovation urbaine, ça a été de réduire les fenêtres et d'enlever justement le regard sur l'extérieur. Et ça, l'architecture contemporaine devrait réapprendre au niveau des ouvertures, parce que vous voyez bien à quel point en fait les gens sont au-delà de leur logement pour exister, et comment c'est la relation avec tout ce qui se crée autour de l'appartement qui compte autant.
Et puis c'est vrai que c'est des lieux de production d'économie pour les femmes, notamment le séchoir, l'arrière-cuisine, tous ces lieux où elles recréent leur économie domestique pour accueillir les enfants et tout ça. Et ça, on ne le pense pas du tout comme quelque chose de productif aujourd'hui, alors que c'est même l'existence des quartiers populaires. Et je trouve ça très émouvant. Mais on parle de la troisième personne, mais on peut parler à la première personne, c'est-à-dire même... Tout à fait, pour nous, c'est pareil. Mais je veux dire, quand je dis ça, en fait, c'est à quel point en fait, vous avez su saisir ce qui était l'habitat, en fait. C'est absolument pas le logement, le problème. C'est tout ce qui est au-delà du logement, des mètres carrés, et justement tous ces espaces un peu tampons, connexes, où en fait, on peut se loger en tant qu'existence d'une femme, dans la domesticité aussi, mais c'est pas que de la domesticité, enfin, c'est une domesticité pour être productive vis-à-vis de leur famille, de leur accueil aussi. En tout cas, la résidence de la rue des Sables d'Olonne a été construite par Montfort et Pellerin. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de balcon, c'est parce qu'il y a des grands espaces communs. Merci Philippe. Oui, alors, le mot de la conclusion, un grand merci à tous. On voit bien que le temps imparti pour ce débat est beaucoup trop court, donc on vous invite bien évidemment le 18 janvier au prochain colloque, qui est la suite de celui-ci. Hein. Et ça se passe à l'Ordre des Architectes. On ne sait pas encore le lieu, mais vous aurez bien évidemment une annonce. Je vais remercier aussi beaucoup le Concorde, le cinéma Le Concorde, pour nous avoir accueillis.